Assemblée nationale, les questions d'actualité à l'ordre du jour de la plénière de ce samedi. Plusieurs membres du gouvernement ont été interpellés par les députés nationaux. Coupe du monde des cadets U17 Inde 2017, le Niger a décroché son billet pour les huitièmes de finale, une qualification saluée ici au Niger par les concitoyens. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce samedi 14 octobre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Assemblée nationale. Poursuite des travaux en plein air à l'hémicycle. Ce samedi, plusieurs membres du gouvernement étaient devant les députés nationaux pour répondre aux questions des députés sur les sujets d'actualité au Niger. Nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou ont suivi toutes les questions et les réponses des membres du gouvernement. Voici ce qu'ils nous rapportent. Échanger sur les questions d'actualité avec les ministres, chacun en fonction de sa sphère de compétences, c'est à cette tâche que se sont attelés les parlementaires. Tour à tour, les ministres ont tenu à édifier les députés sur plusieurs sujets, parmi lesquels la situation de l'enseignement supérieur. Effectivement, nous sommes dans certaines universités confrontées à un problème d'infrastructure. Mais nous avons beaucoup de chantiers qui sont en cours. Vous l'avez peut-être constaté, il y a 2 semaines à Zender seulement, nous avons réceptionné 2 salles de cours de 250 places chacune. Ici à Niamey, nous allons probablement la semaine prochaine réceptionner une autre salle de cours à la faculté de sciences. Nous avons eu au dernier trimestre, la libération du dernier trimestre, l'opportunité d'avoir quand même un montant conséquent qui nous permettrait d'accélérer ces chantiers d'infrastructures sur lesquels nous sommes. Et je pense que ça va nous permettre de régler certaines questions. S'agissant des questions d'arriérés de salaire, des enseignants-chercheurs, des PhD et des technologues, vous l'avez relevé dans votre question, à ce jour, en dehors de la région de Tillabéri, où nous avons 2 mois d'arrêt de salaire, en vérité, on n'a pas d'arrêt dans les autres universités. Le mois de septembre est échu, il y en a qui l'ont reçu et le processus est en cours. Pour ce cas, beaucoup sont en train de recevoir déjà le mois de septembre. Donc il n'y a pas d'arrêt. Nous avons en termes d'arrêt les primes et avantages. Nous avons les primes de recherche. Nous avons des cours complémentaires. Il y a des arrêts de copies corrigées. Les copies corrigées, ça veut dire qu'au-delà de 500 copies que l'enseignant a corrigées, toutes les copies complémentaires sont payées à raison de 500 francs par copie. Nous avons des primes de soutenance, l'encadrement, un certain nombre de primes. C'est ça où nous avons des arrêts dans certaines universités. Par rapport aux questions des bourses, je vous informe, honorable député, que le gouvernement paye, par exemple, cette année 2017, 16 milliards de francs CFA en termes de bourses. C'est pas rien. Nous avons actuellement des comptables qui sont en train de payer à l'université de Niamey et la semaine prochaine, on compte continuer le paiement dans les autres structures universitaires. Par contre, nous avons là aussi des difficultés. Parce que ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est les bourses de avril, mai, juin. Quand on va finir ça, nous allons attaquer ce qu'on appelle les bourses de vacances. Le ministre en charge des relations avec les institutions n'a pas manqué de saluer cette initiative de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dans son nouveau règlement intérieur, a inscrit une disposition dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale qui consiste dans le cadre précisément des questions d'actualité, qui consiste à interpeller certains ministres pour éclairer l'opinion. Comme vous le constatez, cet exercice initié par l'Assemblée nationale a été mis en œuvre ce matin et je pense que par cet exercice, l'opinion a été éclairée. Et c'est l'occasion pour moi
de saluer l'Assemblée nationale pour avoir initié cet exercice. Je pense que ça traduit la crédibilité de cette institution qui nous a permis aujourd'hui, à travers cet exercice de questions d'actualité, d'éclairer l'opinion nationale. Ainsi, à travers cette initiative, les ministres vont devoir répondre aux questions des députés sur tous les sujets qui concernent la nation, et cela à chaque 2 samedis lors des sessions. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le gouvernement donc a déposé sur la table de cette institution un projet de loi portant donc la protection de la jeune fille en cours de scolarisation au Niger. Une chose qui n'est pas mal en soi si elle ne sort pas dans le cadre du principe de la religion, estime le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. La protection de la scolarité de la jeune fille n'est pas mauvaise en soi, puisque la recherche du savoir est une obligation pour toute musulmane et pour tout musulman. Et aussi, ce projet de loi a l'avantage de consulter les leaders religieux, puisqu'il a été question de présenter cette loi qui a suivi d'abord une première lecture apparemment. Elle a été présentée aux leaders religieux pour extirper ce qui n'est pas conforme, ce qui ne concorde pas avec la religion musulmane. Mais seulement la première lecture qu'on peut faire, c'est que l'autre classe de la communauté humaine, les jeunes garçons, ne sont pas concernés par cette loi. Or, comme on le voit, c'est la recherche du savoir, c'est une obligation pour tout musulman et pour tout musulman. Donc, il y a une couche des jeunes qui est favorisée. Ça sous-entend que les jeunes filles auront le monopole du savoir, et peut-être éventuellement aussi celui de l'avoir et de l'autorité, surtout de nos jours où même les candidatures sont déposées en fonction des diplômes des membres de la communauté. Donc c'est ce qu'on peut dire, mais par rapport à tout projet musulman, il y a ce qu'on appelle l'istikhara, la consultation. Les leaders religieux ont été consultés, mais comme pour tout projet, on paye un nouvel habit, les musulmans invoquent Allah. On se marie, le jeune marié invoque Allah. On a un projet, on soumet le tout à Allah. Prions Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tous les maux qu'il y a, qu'on peut avoir dans cette loi, mais aussi de nous accorder tous les biens qu'il y a dans cette loi. Vous vous rappelez certainement le 9 octobre dernier, le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie était face à la presse pour annoncer l'augmentation du tarif des factures de la Nigélec à partir de janvier en 2018. Une nouvelle mal appréciée par la population que je vous propose de suivre d'avoir quelques réactions dans ce journal. On est dans une situation où il y a tellement de remous par-ci, par-là. Moi, je pense que les gens, on doit d'abord réfléchir et puis il ne faut pas faire des choses qui vont amener les gens. Bon, moi, je pense que c'est quelque part, c'est vraiment une chose qu'on doit informer, qu'on doit s'asseoir et puis bon. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Je ne pense pas que le Nigeria lambda peut s'en sortir. Bon, vu déjà le coût actuel de la vie, c'est pas facile. Et qu'on doit augmenter encore le prix de l'électricité, bon, on ne sait même pas où on va. C'est au gouvernement de voir dans quelle mesure il peut réajuster les trucs pour que les gens puissent s'en sortir. C'est ce que je peux dire.
Vous pourrez suivre d'ailleurs à la fin de ce journal l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika relativement aux nouvelles mesures envisagées par le gouvernement dans le souci de mobiliser les ressources à l'interne. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. Direction Saï à présent, où la salle de réunion de la mairie de cette localité a servi de cadre ce samedi aux assises du conseil régional du parti UDR Tabat de la région de Tillabéri. Une rencontre entre militantes et militants de la région du fleuve qui a vu le renouvellement du bureau et l'exclusion de Issa Karujo, comme nous rapporte Adamou Soumana et Chewigiso. Les délégués de l'ensemble des communes composant la région de Tillabéri, militants de l'Union pour la démocratie et la République, IDR Tabat, se retrouvent à travers ce cadre pour leur conseil régional. Des assises qui se tiennent conformément au texte régissant le parti d'Amadou Boubacar Sissé, en présence d'un huissier de justice et des membres du bureau politique national, qui n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'importance de la rencontre. La région que vous représentez, la région de Tillabéri, pour nous à IDR Tabat, c'est une région phare. Et c'est pourquoi nous considérons que les assises de ce matin sont extrêmement importantes pour le parti. Si l'UDR Tabat doit progresser, eh bien le décollage se fera à partir de la région de Tillabéri. Donc, ceux qui seront désignés dans quelques instants, ceux qui seront élus dans quelques instants, pour prendre les responsabilités de la région de l'UDR Tabat à Tillabéri, sachez que vous avez une mission très très lourde, très très importante. Une rencontre qui a vu le renouvellement du bureau régional IDR Tabat de Tillabéri avec à sa tête Issifou Kallam. Ce dernier a naturellement remercié tous les délégués pour leur confiance placée en sa modeste personne. Moi je sais ce que c'est que la responsabilité. Parce que je suis un vieux professeur, j'ai été responsable de classe, j'ai été responsable d'établissement, j'ai assumé des responsabilités au HCCT, j'ai été préfet. Mais je sais que ce n'est pas chose aisée. Mais dans ce cas précis, comme c'est un travail collégial, je souhaiterais que les membres du bureau qui seront élus mettent tous la main dans la pâte pour qu'on fasse un travail réussi, un travail apprécié par tous. D'autres militants du parti, pour leur part, suivent avec un grand intérêt le déroulement des travaux de ce conseil hors de la salle. Des travaux qui ont été sanctionnés par des recommandations et résolutions. Le conseil régional de Tillabéri réuni à Saï le samedi 14 octobre 2017 apporte son soutien indéfectible à son excellence Amadou Boubacar Sissé, président national du parti, et lui réitère sa loyauté pour les actions qu'il ne cesse de déployer pour la grandeur du parti UDR Tabat. Apporte son ferme soutien au bureau politique national de l'UDR Tabat pour ses actions louables au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. Le conseil régional de Tillabéri réuni à Saï le samedi 14 octobre 2017 décide conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du règlement intérieur de l'UDR Tabat, décide conformément aux dispositions pertinentes de suspendre du parti le camarade Issa Karujo pour faute lourde et demande au bureau politique national de l'exclure du parti. Ainsi, tout est désormais clair au niveau de la région de Tillabéri pour l'IDR Tabat avec la désignation des principaux responsables du bureau régional qui entendent œuvrer pour le rayonnement du parti de ABC. Notons que mandat a été donné à un comité dirigé par le nouveau président régional pour parachever la mise en place du bureau IDR Tabat Tillabéri. Restons toujours dans cette région de Tillabéri où le gouverneur de la dite région a effectué hier vendredi des séries de visites sur les chantiers de construction des casernes de sapeurs-pompiers des départements de Kolo et Saya. Donc des travaux financés par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGR-CDU. Objectif de ce déplacement en compagnie avec les responsables de ce projet est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Suivez plutôt.
Ici à Kolo, le gouverneur de la région de Tillabéri, qui accompagne une forte délégation, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers financée par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU. Sur place, le gouverneur a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de cette infrastructure, les explications fournies par le directeur général de la protection civile. Ensuite, le gouverneur et sa délégation se sont transportés à Saï, tout comme à Kolo. Le gouverneur de la région de Tillabéri a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers du département de Saï. Au terme de cette visite sur les deux chantiers, le gouverneur de la région de Tillabéri s'est dit satisfait. La réalisation de ces infrastructures appelle de notre part l'obligation de venir constater, suivre la mise en œuvre de ces réalisations très chères au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Parce que ces constructions qui sont réalisées à grands frais permettront à la région de faire face aux difficultés de gestion des catastrophes et des risques qui peuvent advenir dans la région. Ce qui a attiré notre attention, c'est que ces infrastructures ne sont pas clôturées. Et ce qui portera préjudice au bon fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi nous demandons aux bailleurs de fonds de prendre les dispositions pour clôturer ces infrastructures afin de permettre aux agents qui vont incessamment intégrer ces services d'être dans les meilleures conditions de travail. La barrage salue les efforts du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU dans divers domaines d'intervention au profit des populations de la région de Tillabéri avant de rendre un hommage mérité à ce projet. Et il faut le dire, le PGRCD est l'un de nos meilleurs partenaires intervenants de la région de Tillabéri. Comme j'ai à vous le citer, les différentes réalisations qui cadrent aussi bien dans le programme du président, mais aussi qui permet d'une manière générale d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc j'ai saisi cette opportunité pour, au nom de la population de la région de Tillabéri, de rendre un hommage mérité. En tout cas, au PGRCD et à son coordinateur, et au-delà, le bailleur de fonds qui a mis les fonds à leur disposition pour la réalisation de ces bijoux. Le patron de la Direction générale de la protection civile, cet énorme investissement qu'a bénéficié son entité mérite un soutien des uns et des autres. Les infrastructures même matérielles, physiques, qui sont en train d'être finalisées, et l'acquisition d'un certain nombre d'engins, je crois que la phase qui nous reste à faire, c'est la sensibilisation, le renforcement des capacités de certains acteurs, notamment certaines autorités, pour qu'elles comprennent ce qu'est la mission de la protection civile, qu'elles comprennent que c'est un outil qui est là à sa disposition et pour compléter la prise en compte de toutes les préoccupations de la société et en général. Donc ce qui m'anime aujourd'hui, après 21 ans de carrière de sapeur-pompier, je me rends compte qu'en une année, on peut réaliser 13 casernes. Et je crois que ça c'est le plus important parce que de 1996 à aujourd'hui, nous avons fait des réalisations, mais jamais, je dirais même qu'en une année, on a un parc infrastructure et matériel roulant et bâtiments et doublé notre capacité. A noter que la construction de ces casernes entre dans le cadre du projet de construction de 13 casernes de sapeurs-pompiers financées par le PGRCDU, dont le montant s'élève à 1,6 milliard de francs CFA. Retour ici à Niamey et direction l'école de comptabilité ECAMA. Cette école de comptabilité et de communication, d'administration et de management a procédé à la remise des diplômes aux étudiants en fin de formation niveau licence
notamment ceux de la promotion 2016-2017, une promotion baptisée Madame Meda Zainabou. Faisons le point avec Mariama Barmou et Aboubakar Soleil. Ils sont au nombre de 11 récipiendaires de la promotion 2016-2017 baptisée Meda Zainabou qui ont été honorés ce vendredi soir à travers cette cérémonie de remise de diplôme de licence professionnelle dans 3 filières après 3 ans de dur labeur. Une cérémonie rendue possible grâce à l'appui des différents partenaires de l'ECAM. L'école que nous avons fréquentée, ses dirigeants n'ont ménagé aucun effort pour garantir la crédibilité de notre formation en mettant à notre disposition des enseignants compétents dans chaque filière et un contenu de programme assez solide pour assurer le meilleur apprentissage possible et même des modules optionnels pour améliorer notre champ de compréhension dans les différents domaines d'études. Que vaut un établissement d'enseignement supérieur sans ouverture sur le monde socio-professionnel? Dans un tel contexte, que valent des filières professionnalisantes dont les apprenants n'ont pas accès aux entreprises dans le cadre de leur formation pratique? À l'ECAM, nous avons très tôt compris cela. C'est pour cela que le conseil scientifique a engagé la direction générale de l'établissement à œuvrer pour une implication effective du monde socio-professionnel dans tout le processus de formation. Les récipiendaires de leur côté n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction en ce moment solennel. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. La formation que nous avons eue de notre école, vu le statut même de l'école, on ne peut que dire que vraiment, aujourd'hui, l'école a formé des cadres compétents qui, une fois dans le monde du travail, on peut compter sur eux. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur ont salué la qualité de la formation dispensée à l'ECAM. Permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation empêchée, d'adresser toutes nos félicitations à l'ECAM pour le produit de bonne qualité que vous nous présentez ce soir. Ce produit est le fruit de la qualité de la formation dispensée à l'ECAM. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management a été créée dans le but d'apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale à travers la formation des jeunes Nigériens. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre le chômage. Très émue de cette marque de considération, la marraine de cette promotion, Meda Zainabou, a félicité ses étudiants avant de leur souhaiter bonne chance. L'ECAM, qui a pour vocation de former des cadres compétents, a toujours su s'approcher de notre entreprise pour que ses élèves et étudiants s'approprient de l'exemple de réussite afin de les inciter à aller vers l'excellence. Je voudrais, avec votre permission, m'adresser aux étudiantes et étudiants de la première promotion qui sont aujourd'hui les chers récipiendaires en leur rappelant qu'ils ont fait le meilleur choix, celui d'acquérir des connaissances, de renforcer leurs capacités, de se transformer pour affronter les défis de l'heure. Enfin, des bourses d'études sont offertes aux meilleurs étudiants de la promotion 2016 de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM en guise d'encouragement. Ça n'est suivi une photo de famille pour immortaliser la cérémonie. Si à l'ECAM, c'est une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants qui a été organisée par contrat à l'IAT, l'Institut africain de technologie. Les responsables ont jugé utile quant à eux d'organiser une cérémonie, mais cette fois-ci à l'intention des enseignants. Objectif de cette cérémonie, c'est de remercier ces derniers pour la qualité du travail abattu, un travail qui a permis à cet institut d'être à la tête des établissements professionnels de la capitale aux examens du brevet de technicien d'État BTS session 2017. Compte rendu, Ismaël Lamoumouni, Ismaël Abdoulaye.
Remercier les enseignants pour leurs efforts et les sacrifices consentis en formant des étudiants brillants qui, à leur tour, ont fait honneur à leur établissement en décrochant la première place au concours du BTS d'État, et cela pendant 4 années consécutives, raison pour laquelle la direction générale de l'Institut africain de technologie, IAT, a initié ce cadre. 3 fois de suite premier, et cette année, la 4e année, eh bien, on s'est dit que vraiment, il faut fêter ça. Donc, honnêtement, cette image-là, en tout cas, avec cette image, je me dis que j'ai atteint mon objectif. Je remercie dans ce cas vraiment les enseignants qui se sont sacrifiés. Il faut le reconnaître, hein. Ils se sont sacrifiés. Un du sacrifice, c'est venir à des heures impossibles et être payé à des moments difficiles, c'est pas facile. Et je vous dis qu'il y a même des enseignants qui nous ont fait des cours gratuitement parce que nous on a compté les cours jusqu'à la veille des examens du BTS. Donc honnêtement, je ne peux pas rester individuellement, mais qui trouvent auprès de moi mes salutations les plus sincères et distinguées. Je le suis reconnaissant. Donc vous pouvez, parce que vous savez que c'est facile d'être premier, mais c'est difficile de garder ce rang-là. Mais je vous assure, si vous faites le tour de l'école, vous allez voir que l'IAT est en train de faire des gros investissements. Toutes les salles sont en train d'être climatisées. L'IAT est l'une des premières écoles, je ne dis pas privée du Niger, à faire un plan stratégique, triennal, et qu'on va suivre pas à pas. Vraiment, monsieur les enseignants, honnêtement, je vous respecte. Sans vous, je suis rien. Le représentant du corps enseignant a salué cette reconnaissance de la direction de l'IAT portée à leur égard. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de cérémonie. Réunir le corps enseignant pour les remercier pour les efforts fournis. Et ça, vous voyez, c'est un objet, un mobile de motivation. Ça nous permettrait à l'avenir de donner le meilleur de nous-mêmes pour cet enseignement de qualité, pour lequel d'ailleurs les autorités sont en train de lutter, et pour qu'on puisse vraiment rehausser le niveau. Vous n'êtes pas sans le savoir. Aujourd'hui, la question criarde est relative au niveau des étudiants et des enseignants. Or, si maintenant les enseignants, on arrive à les motiver sur ce pilier, je pense bien, sans aucun risque de me tromper, il y aura une nette amélioration par rapport à ce. La compétence des enseignants, la combativité des étudiants et la performance de l'administration ont permis de hisser haut l'étendard de l'IAT, en la plaçant à la tête des établissements professionnels privés au Niger. Du sport dans ce journal, comme vous le savez, le MENA Cadet donc a engagé actuellement à la phase finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se déroule en Inde. Les représentants du Niger ont décroché leur billet pour les 8e de finale malgré leur double défaite face à l'Espagne 2-0 et face au Brésil, face à l'Espagne du moins 4-0 et face au Brésil 2-0. Le MENA a décroché déjà son billet de qualification pour le 8e de finale, une qualification appréciée ici au Niger par les amateurs du ballon. Reportage Abdelrazak Hamidou Léo et Aboubakar Souley. Engagés dans un groupe où on ne donnait pas cher de leur peau, un groupe avec des poids lourds du football mondial, notamment le Brésil et l'Espagne, le MENA U17 a réussi l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale du mondial de sa catégorie. Une qualification historique. Tous les citoyens nigériens sont fiers de cette équipe des moins de 17 ans. Dans un premier temps pour cette qualification mondiale, mais aujourd'hui participer à ce mondial, être dans un groupe avec l'Espagne, le Brésil et puis je dirais ces 2 défaites avec le MENA face à l'Espagne et au Brésil, ce sont des défaites, je dirais, honorables. Ça veut dire que cette équipe, malgré ces 2 défaites, a su terminer donc bon 3e, parce qu'il faut repêcher les 2 bons 3e au niveau donc des différents groupes. Cette qualification est bien méritée, mais avant la qualification, il faut rappeler au peuple nigérien que c'est vraiment d'abord une qualification historique, même pour la participation à la plus grande messe du football mondial.
et qu'on puisse passer le premier tour et jouer la 8e de finale, je me dis que c'est plus qu'un exploit. C'est une fierté nationale, c'est une fierté de tout un peuple. On est heureux pour ces gamins. Ils ont fait valoir leur valeur intrinsèque sur le plan international. Vraiment, ils méritent plus que de la félicitation du peuple nigérien. Ils méritent mieux que ça. On doit féliciter et les jeunes et l'encadrement. Vraiment, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire que on doit les aider. Historique dans la forme et dans le fond, parce que pour une première qualification, il n'y a pas eu autre derrière. Et on franchit cette étape très envieuse que beaucoup auraient souhaité et qui ne verront pas. Je crois que à ce niveau, il faut saluer le courage, il faut saluer la détermination et l'envie des garçons sur le terrain. 3 matchs joués, une victoire, 1-0 contre la Corée du Nord de Kim Jong-un, puis 2 défaites coup sur coup contre l'Espagne et le Brésil respectivement, 4-0 et 2-0. Le MENA se classe 3e et finit meilleur 3e, d'où la qualification. Une fierté nationale pour tous les Nigériens, même si ces jeunes n'ont jamais été dans les conditions. Ils étaient les moins nantis, c'est le plus petit poussé de toute la compétition, ils vont avoir l'audace de le dire et ils n'ont pas été préparés conséquemment. La preuve, sur les 4 représentants africains au niveau de cette Coupe du Monde, il n'y a que les Nigériens qui se sont préparés sur le continent africain. Les 3 autres se sont préparés de l'autre côté, vous savez, dans les conditions normales. Si il y a de la volonté au sommet de l'État, en un claquement de doigts, on peut trouver une solution. Ça, je suis convaincu. Et comme je l'ai dit ailleurs, la Coupe du Monde ne se présente pas au pays ici. Tu n'es pas le Brésil, l'Argentine, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. La Coupe du Monde ne se présente pas à toi d'une façon ordinaire. Elle vient d'une façon extraordinaire. Le prochain match du MENA est prévu pour le mercredi 18 octobre contre le Ghana, une équipe que le MENA connaît assez bien, à partir de 12h30 heure de Niamey. Bonne chance. Ah oui, bonne chance et félicitations au poulain du coach Soumaïla Tchamogo. Place à présent à la partie magazine qui est consacrée à l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika. Un entretien relatif aux nouvelles mesures envisagées par le gouvernement pour mobiliser les ressources internes. Très bonne réception. Je commence par vous dire toute mon indignation par rapport à ce projet de loi de finances qui est envisagé dans notre pays pour la prochaine année, l'année 2018. On a l'impression que le gouvernement a pratiquement oublié tout ce qui a pu se passer déjà dans ce pays avant lui et qu'il pense qu'aujourd'hui il est en position de pouvoir imposer des mesures aussi impopulaires, celles qui sont envisagées dans le cadre de cette nouvelle loi de finances, et à côté des mesures prévues dans la loi de finances, il y a aussi d'autres acteurs comme la Nigélec et même la société des eaux et qui envisagent eux aussi de revisiter leurs tarifs avec la possibilité de le voir augmenter, tout en considérant que la situation globale de la majorité écrasante de notre population en réalité n'a fait que fléchir. Moi personnellement, je ne sais pas sur quelle base au niveau du gouvernement ils sont venus à réfléchir sur la formule qu'ils ont trouvée qui leur a permis de penser qu'il est possible d'aborder le peuple nigérien
avec ces mesures, cette batterie de mesures qui sont envisagées. Je ne sais pas où on veut que les Nigériens trouvent cet argent pour faire face au nouveau coût de la vie qui est déjà grave au stade où on est. Et en appliquant les nouvelles mesures que nous aurons certainement le temps de revoir tout au long des prochaines semaines avec vous lorsque on va finir de travailler, parce qu'on a actuellement mis en place un petit comité de travail qui essaie d'apprécier le contenu global de toutes ces mesures et voir véritablement leur impact est cumulé sur la vie des citoyens consommateurs dans notre pays. J'ai entendu le ministre des Finances dans une interview qu'il a accordée au niveau de France 24 et il a développé un certain nombre d'incongruités qui montrent clairement qu'il n'a pas bien appris la leçon, mais il veut montrer qu'il comprend lorsqu'on parle de la fiscalité ou lorsqu'on parle des impôts de manière assez spécifique. Il aborde la question en parlant de pression. Il utilise le mot comme ça là, béatement, pression fiscale, et il dit qu'en France ils sont à 40% de pression fiscale. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ce chiffre-là. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ce chiffre. Mais toujours il dit qu'au Niger, la question n'est pas une affaire de pression fiscale de 15% ou je ne sais pas de 20% ou de 17%. Le problème n'est pas là. Le problème c'est le mécanisme, comme nous l'avons dénoncé déjà en 2005, qui devait permettre de réussir à accéder sans changer ni l'assiette ni les nouveaux impôts pour qu'on puisse avoir effectivement les ressources, parce que c'est au niveau de la collecte. C'est ceux qui sont appelés à collecter cet argent au compte de l'État. En collectant, le recouvrement est pratiquement, très généralement, il est fait, peut-être c'est un tiers en faveur de l'État, 2 tiers en faveur de la chaîne de collecte. C'est ça la réalité. Lui-même, il l'a dit au début de ses fonctions. Et la vérité, c'est que c'est ça. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui de dire qu'on va élargir l'assiette fiscale sur des produits de première nécessité et de grande consommation et sur des produits, des services sociaux de base, comme le transport. Aujourd'hui, en décidant avec les mesures qu'ils ont envisagées, mais on risque d'avoir un coût de transport qui va grimper. On risque même d'aller à plus de 50% d'augmentation des tarifs de transport un peu partout, avec tout ce que cela va représenter pour les Nigériens, parce que la plupart des Nigériens qui utilisent les véhicules de transport, mais c'est pas eux. Eux, ils sont dans les grosses 4x4, les grosses cylindrées, c'est ça qu'ils ont. Ils ne circulent pas dans les bus, ils ne circulent pas dans les véhicules de transport. Les véhicules de transport, c'est les citoyens lambda, ordinaires. C'est eux qui font recours. Et aujourd'hui, si on décide d'appliquer ce qu'ils envisagent là, si ça devait aboutir, là, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer pour les pauvres gens, pour garantir leur mobilité. Je crois que les gens n'ont pas évalué l'impact social de ce qu'ils envisagent. Nous avons dit en ce qui nous concerne, c'est très clair, on ne peut pas nous dédire. Nous avons dit qu'en ce qui concerne l'impôt foncier, c'est vrai, dans d'autres pays comme la France, l'impôt sur le foncier, il rapporte beaucoup en termes de recettes au niveau de l'État français. Mais nous, ici au Niger, sur le plan de l'impôt foncier, pratiquement l'État ne gagne pas grand-chose, avec la complicité justement de ceux qui sont censés prendre ces mesures. Et on ne les fait pas. Aujourd'hui, on décide qu'on va élargir l'assiette fiscale, et les gens, en élargissant l'assiette fiscale, ils disent qu'on ne crée pas de nouveaux impôts. Mais vraiment, je suis étonné. Élargir l'assiette comme créer de nouveaux impôts, c'est toujours une création d'impôts, parce que pour celui qui hier n'était pas dans l'assiette,
l'impôt à payer, par exemple sur le transport. Il n'y avait pas de TVA, par exemple, sur le transport, sur les services de transport. Aujourd'hui, on institue la TVA sur les prestations des services de transport. C'est un élargissement d'assiette, d'accord. Mais en fait, pour celui qui va payer ça pour la première fois, c'est comme si c'est maintenant que l'impôt a été créé pour lui. Donc, il ne faut pas que les gens soient là en train de faire de la sémantique ou de la spéculation verbale comme ils ont l'habitude de le faire. Le problème est là, il est sérieux. La nouvelle loi de finances, telle qu'elle est envisagée, ce qui est très grave, nous avons dit et nous continuons à le croire. Pour assurer le développement économique et social de nos pays, contrairement à ce que le ministre raconte, ce n'est pas en termes d'impôts. Nous sommes un pays qui a un potentiel assez important et notre action doit privilégier la recherche des ressources additionnelles non fiscales. Et c'est en valorisant nos ressources naturelles du sol et du sous-sol, en créant les conditions dans cette dynamique, qu'on peut être à mesure de pouvoir retrouver les ressources suffisantes pour assurer notre développement. Ça, c'est clair et net. Quand vous allez demander à quelqu'un de payer un impôt qu'il ne peut pas payer, ça va servir à quoi? C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec une loi de finances qui prévoit des recettes qu'on ne peut pas réaliser. Parce que tout simplement, c'est injoignable. On ne peut pas rejoindre les gens là pour prendre, c'est ce que vous dites là. Mais par contre, dans cette même loi de finances, voilà où on a de l'argent, l'État accepte décide de les exonérer. Ou même des impôts ou des taxes qui sont censés rapporter de l'argent. Par exemple, les impôts au niveau des opérateurs de téléphonie. Sur la TARTI, par exemple. On décide de dire, bon, on va supprimer ça. On a décidé d'abroger ça. Parce que les opérateurs se sont plaints. Et on considère, voilà des gens qui sont venus. Je prends l'exemple, j'ai toujours pris cet exemple-là. D'une société comme Airtel, disons Celtel au départ. Ils sont arrivés dans ce pays-là avec une petite mallette de 10 milliards. Aujourd'hui, là, on ne peut pas vous vendre la succursale de Airtel ici, là. On ne peut pas vous vendre ça à 250 milliards. Donc, regardez donc en l'espace de 15 ans, combien l'investissement qu'ils ont fait de 10 milliards en achetant la licence à 4 milliards 500 millions et en investissant 5 milliards et quelques. Et le reste, tout le reste, c'est sur la base de la réalisation de l'activité ici qu'ils ont pu avoir l'argent au niveau du Niger. Donc c'est comme ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils ne sont pas allés ailleurs chercher de l'argent quelque part. Donc c'est pour dire que l'approche actuelle du gouvernement, je pense que si le gouvernement a eu cette idée, les députés, eux qui sont les représentants du peuple, doivent avoir un œil regardant sur la réalité de ce que va représenter l'impact négatif et dramatique de ces mesures envisagées sur la vie des citoyens. Pour qu'ils ne soient pas dans la position de donner, comme un chèque en blanc, au gouvernement la possibilité de faire appliquer ces mesures-là qui sont parties copier. Vous savez, le gouvernement français dit qu'il va arrêter l'aide budgétaire. Et au lieu maintenant de donner ce qu'il a l'habitude de donner à nos différents pays, il va plutôt, au niveau de l'Europe, ils vont plutôt aider les gens à savoir presser leur population. Donc, et ils disent qu'ils vont aller, donc ils vont assister techniquement les gens à dénicher les nouveaux impôts, les types de taxes, et qu'ils peuvent, pour pouvoir pressuriser les populations et mobiliser le maximum des recettes. C'est dans ce cadre qu'ils ont fait une réunion récente d'ailleurs, à la suite de laquelle on avait interpellé, on a interviewé sur France 24, je disais le ministre des Finances. Bon, tout ce qu'il a dit, pour beaucoup de choses qu'il a dites, et je le concède dans son ignorance de ce que la chose représente du point de vue technique, du point de vue économique et financier. Parce que les propos qu'il a racontés, je ne vais même pas personnellement m'attarder là-dessus. Parlant du franc CFA, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et de l'autre côté, vous avez entendu, il dit qu'il ne crée pas de nouveaux impôts, que c'est un élargissement de l'assiette.
alors qu'ils vont instituer de nouvelles taxes. La taxe d'habitation sur l'électricité. C'est pas une nouvelle taxe. Alors, ça existait avant. C'est pas une création. En décidant de la créer, on n'a pas créé de nouveaux impôts. Et alors, de l'autre côté, quelqu'un qui ne payait pas, qui était exonéré par un type de service qui est exonéré d'impôts, et on décide désormais de les ramener. Donc, tous ces services-là qui sont ramenés, donc tous ceux qui viendront à les payer vont sentir, et bien sûr qu'il y a eu, c'est comme une création. Maintenant, quand on parle de l'élargissement sans qu'on soit dans la situation de créer, c'est des gens aujourd'hui, quand on dit on a institué un impôt quelconque, par exemple la vignette, si on a institué la vignette, si les gens n'arrivent pas à prendre la vignette, ils échappent parce qu'ils ne sont pas venus payer et on n'arrive pas à aller vers eux. C'est une catégorie de gens, on n'arrive pas à aller vers eux pour pouvoir les faire payer. Donc, en ce moment-là, on peut considérer l'impôt est là, il n'est pas exonéré, mais les gens, c'est les services techniques, notamment la DGI, qui sont censés faire le travail pour pouvoir mobiliser le maximum. Ils ont un problème d'insuffisance des ressources, notamment les ressources humaines, pour pouvoir faire le travail, pour couvrir le maximum. Actuellement, on n'a pas 1000 agents des impôts pour tout le pays. Donc vous voyez bien la taille du pays, 1000 agents des impôts, et c'est insuffisant pour qu'on puisse être dans la position de couvrir dans le cadre des options nouvelles qui ont été faites en ce qui concerne la mobilisation des recettes, notamment qu'on appelle la recette interne, la recette intérieure qui est mobilisée normalement par la Direction générale des impôts. Et ils ont besoin des ressources humaines capables de pouvoir faire les courses partout, où on va pouvoir retrouver les assujettis et qui sont censés être identifiés et atteints pour qu'ils puissent payer ce qu'ils doivent payer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est ce travail-là qu'on ne peut pas faire. Et maintenant, on cherche la facilité. On cherche la facilité, on vient prendre partout où on pense que c'est déjà. Donc là, c'est facile. Parce que c'est facile aujourd'hui de dire aux gens, bon, quand vous allez voyager, donc si vous allez acheter un billet de transport, on va vous ajouter la TVA là-dessus. Et on va vous ajouter encore le prix des timbres. Et on dit que les timbres maintenant qu'il faut même revêtir sur les factures, au lieu de le payer à 100 francs avant, on est allé à 150, à 200, maintenant on veut aller à 500 francs. Donc les gens, on a l'impression que les gens pensent que les gens vont accepter ça. Parce qu'ils sont devenus pratiquement, je ne sais pas, en tout cas ils ont leur idée sur la population du Niger. Mais je pense que ça ne va pas se passer comme ça. J'ai l'espoir et le bon espoir que les Nigériens ne seront pas les moutons qu'on va aller amener à l'abattoir pour égorger. Et égorger pourquoi? La chose la plus choquante et la plus dramatique dans tout ça, mais ce n'est même pas le fait de mobiliser les recettes. Tout ça là qu'on a dit, on va créer les nouvelles recettes, les gens vont payer des nouveaux impôts. Mais c'est quand vous allez aussi regarder qu'est-ce qu'on a prévu de faire avec cet argent. C'est-à-dire la partie de la dépense. L'argent mobilisé, on fait quoi avec? Et vous allez vous rendre compte que l'argent mobilisé va servir à entretenir un train de vie de l'État catastrophique. Un train de vie de l'État inadmissible. Un train de vie de l'État inacceptable qui est là aujourd'hui. Avec combien de ministres, combien de conseillers, avec rang de ministres, combien de ceci, de l'argent comme ça que l'on dépense pour rien. On va pressuriser les populations et on va venir entretenir un train de vie inadmissible et inacceptable au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de si vous lisez la loi de finances, vous allez voir à la fin, là où on a fait la répartition des dépenses, vous allez voir combien on a prévu pour la présidence de la République. Rien que pour la sécurité du seul président, on a prévu près de 8 milliards et quelques. Parce qu'il faut entretenir toute cette garde prétorienne illégale, anticonstitutionnelle, contraire à l'esprit et à la lettre des décisions prises à la conférence nationale, notamment qui a pris un acte par lequel elle a dissous la garde présidentielle, parce qu'on l'a trouvé, comme lui-même le disait le président actuel au moment où on était à la conférence,
qu'elle n'était qu'une garde prétorienne qui avait été créée par le régime de l'époque pour être dans la position de pouvoir et mettre en place un tel dispositif de sécurité parce que c'est un régime d'exception. Et aujourd'hui, on va nous demander, nous, de supporter cette calamiteuse loi de finances avec ses différentes taxes, ses différentes mesures, parce qu'on doit venir, et ce qu'on aura mobilisé, même là, pour le dépenser, on va le dépenser juste pour les dépenses de prestige. L'Assemblée nationale, 17 milliards et demi, un peu moins de 18 milliards pour entretenir l'Assemblée nationale. Vous trouvez que c'est raisonnable ça? Alors que quand vous prenez le ministère de la Jeunesse ou le ministère, je ne sais pas, le ministère de la Santé, ou vous prenez le ministère, je ne sais pas, de l'Éducation nationale, vous allez voir quand on dit qu'on va mettre les 25% du budget, mais allez-y voir. Ça ne fait même pas plus de 10% dans la réalité. Donc, tout ce qu'on a promis, c'est faux. Vous entendez le ministre, il raconte sa vie, il dit que depuis toutes ces années-là, ils mettent les 15% du budget dans les sécurités. Mais les sécurités, là, allez-y savoir, les gens qui gèrent le dossier de l'insécurité, ceux qui sont le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, et comment ils s'en tirent dans la gestion de ce dossier. On l'a vu, non? On se rappelle du ministre de la Défense sorti, non? On se rappelle de ce qu'il a fait dans la ville de Niamey. Il a acheté pratiquement toute la ville. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'insécurité n'est que galvaudée. Et cet argent-là qu'on dit mettre là-dedans, c'est de l'argent en réalité, c'est pour faciliter le détournement. Allez-y savoir aujourd'hui, tous les gens qui gèrent l'insécurité là, combien parmi tous les responsables là, ceux qui sont en train de devenir, leur réalité du point de vue de leur enrichissement illicite. Allez-y savoir. Allez-y regarder dans la ville de Niamey combien de bunkers ils ont, pour ceux qui ont eu à construire. D'autres n'ont pas construit, ils ont fait des trous, ils cachent l'argent chez eux, ou ils amènent ça à l'extérieur. C'est ça la réalité. Donc vous voulez comme ça que le peuple soit dans la situation de se laisser gruger, abuser? Non, c'est pour cela. Je pense que par rapport à la situation, il n'y a pas de long discours à faire. Nous sommes en train de nous organiser en tant que citoyens. Et comme nous savons bien le faire, et les gens savent qu'on sait bien le faire, cette fois-ci, nous allons utiliser des approches méconnues, des approches nouvelles, parce que ce qu'on a déjà fait, les gens le savent déjà. On va utiliser de nouvelles approches pour organiser la lutte citoyenne qui va rendre possible l'obligation à ce gouvernement, soit d'accepter de reconsidérer sa décision, ou alors de se retrouver dans la situation de savoir choisir où il va aller. En tout cas, le peuple nigérien ne va pas être grugé comme ça là, pour que des individus et leur coterie soient entretenus sur le dos de ce pauvre peuple meurtri et abusé. À Nigélec, c'est bien quand ils disent qu'ils vont revoir l'organisation des tarifs, on va essayer de voir les secteurs, mais pour quel résultat? Quand on parle de l'augmentation des tarifs de la Nigélec, rien que l'institution de la taxe d'habitation arrimée à la facture de la Nigélec va augmenter la facture de la Nigélec. Ça veut dire quoi aujourd'hui avec ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tout simplement qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas, vous n'avez pas l'argent pour payer la taxe d'habitation qui est prévue là, de 1000 francs à 6000, selon la taille de votre compteur, vous allez voir votre compteur coupé. On va vous couper l'électricité parce que vous n'avez pas payé ça. Donc, l'État a choisi ce véhicule-là, ce canal, pour organiser la mobilisation facile des recettes. Tu ne payes pas, on te coupe l'électricité. Ensuite, la même chose on a dit pour la vignette. On demande aux assureurs que les assureurs, ils sont obligés pour renouveler les contrats d'assurance avec leur clientèle. Il faut exiger le reçu de paiement de la vignette. Et ce faisant, donc, sinon vous serez en faute. Mais alors, qu'est-ce que font les agents des impôts? Qu'est-ce que font les agents des impôts pour qu'ils puissent être dans la position de considérer que c'est aux assureurs
de se substituer à eux pour jouer leur rôle. Alors qu'ils sont là en train de se gargariser et de passer tout leur temps en train de lutter pour parler des ristournes. Vous avez vu, non? Le combat qu'ils font pour la ristourne. Mais si vous devez avoir des ristournes, mais il faut mériter ça. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça, c'est des gens qui vont lutter pour vous. Ils vont créer les conditions de facilité d'accès à des paiements des impôts et taxes. Et parce qu'on a pris ce type de mesures administratives pour contraindre les gens à s'obliger à aller vers vous pour payer. Et eux, ils vont, dans votre ristourne, ils vont gagner quoi? Moi, je suis assureur. Je vais me mettre dans la situation de refuser de renouveler le contrat avec ma clientèle parce que quelque part entre lui et l'État, entre lui et le service des impôts, il y a un truc qui regarde là-bas, la question de vignette, et je vais renoncer, moi, à recevoir ce que je dois avoir. Non. Tout ça, ça veut dire que ce sont des mesures non suffisamment bien réfléchies qui ont été pensées parce que les gens, ils pensent que les gens sont comme des moutons et que les Nigériens, désormais, ils ne seront là qu'à accepter de subir tout ce qu'on va leur imposer. J'ai dit alors là que ça c'est inadmissible et c'est inacceptable. Et j'invite instamment tous les Nigériens, sans exclusive, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de considération quelconque. Comme d'habitude, nous sommes un mouvement citoyen. Nous sommes un acteur de la société civile qui fait de l'action société civile pour la défense de l'intérêt général. Le problème qui est envisagé, le problème qui est posé concerne tout le monde, sans exclusif. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Même eux, qui sont les gérants, ils vont être concernés dans une certaine mesure, mais ils ont eux des voies d'entrée. Ceux qu'ils vont payer là, c'est facile pour eux parce que quand on récupère, c'est à eux on donne. Et au moment de dépenser, c'est eux qui dépensent, donc ils remplissent leur poche. Mais le peuple dans sa généralité, lui, il va gagner quoi? C'est pour cela que le peuple doit s'organiser. Sans considération de parti, comme nous l'avons déjà fait, pour être dans la position avec beaucoup plus de détermination cette fois-ci. Parce que c'est un homme prévenu qui normalement en valait Dieu, qui a choisi, tout en le sachant, d'oser. S'ils ont osé, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont des moyens de maîtriser la situation. Et nous pensons que c'est au terrain de nous démontrer le contraire. Audio Jungle.